Alors, bonsoir mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il faut... Non, moi je suis pas orateur, je suis développeur. Donc le sujet, c'est effectivement quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, comme disait Alexandre. Donc, moi je m'appelle Pierre, j'ai monté une boîte qui s'appelle 12 en 2020. On fait des systèmes d'information complets pour nos clients. Et avant, j'ai eu d'autres vies. Donc, je voulais commencer juste par une citation qui est éculée, parce que beaucoup de monde l'utilise. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Quand on cherche sur Internet, on trouve que c'est Mark Twain qui l'a sorti, ou Winston Churchill, et a priori, la dernière fois que j'ai vu le truc, c'est Marcel Pagnol qui aurait la paternité au moins écrite de la formule. Donc, cocorico. Non, non, mais... donc le contexte, je vais vous raconter du coup une histoire. À l'époque, j'étais en mission chez un acteur majeur du e-commerce dont on ne citera pas le nom, qui sera très facilement devinable. Donc il fallait que je prenne les rênes de la Future Team Mobilité, qui à l'époque n'existait quasiment pas. Donc on parle de février 2015. Effectivement, c'est pas tout récent, pas 15 ans quand même, mais c'est pas tout récent. Donc pour la petite histoire, j'ai été missionné comme leader technique de cette feature team, et quand j'arrive surprise, je suis aussi Scrum Master. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Leader technique et Scrum Master, ça marche pas. Ça ne marche forcément pas. Donc j'arrive, l'équipe c'est un ETP côté technique et deux ETP côté métier. Alors ceux qui connaissent pas le concept de feature team, c'est un concept agile. Ça porte plein de noms différents. Je crois que tu as parlé de squad tout à l'heure, c'est un peu le même principe. La pizza team, etc. C'est toujours, on prend des gens du métier, on prend des gens de la tech, on les met ensemble, ça fait une équipe, et ils essayent de faire de la feature, en théorie. Bon là, la feature, c'était toute la mobilité du groupe. C'était pas large du tout. Donc le périmètre, c'est le front web mobile, qui est un bon monolithe des familles qui commencent à avoir un certain âge. Donc mon fameux ETP, au moment où j'arrive, ne fait que ça. On a des applications iOS et Android qui sont natives, qui sont un peu vieillissantes, et dont on a uniquement le pilotage, puisqu'elles sont sous-traitées. Elles sont maintenues par un prestataire. Et on a une API que personne n'a touché depuis 3 ans, et surtout dont personne ne veut entendre parler, ce qui peut être problématique. Je crois que c'était la première ou la deuxième semaine de ma mission. Je participais à... On avait des rituels sur tous les Scrum Masters d'un côté et puis tous les leaders techniques de l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle il faut pas faire les deux en même temps, parce qu'en fait c'est très compliqué. Et un collègue bienveillant m'entend parler d'innovation et il me dit, bah tu sais, ici, en général, quand tu arrives, il existe tout un tas de trucs. Quand tu repars, ils sont toujours là. Bon. Je me dis bon, notamment avec ce que j'ai pu voir, j'espère que c'est pas trop le cas. Tout se passe bien, je m'installe dans la mission, on arrive en juin, on est en rythme de croisière, j'ai recruté, puisqu'on est passé à 6 ETP en me comptant côté tech, et le métier a recruté aussi, c'est étoffé. On a 4 personnes, donc on est une équipe de 10 personnes. On commence à être à peu près staffé par rapport au périmètre qu'on a. On a une roadmap ambitieuse. Au niveau de l'API, c'est une catastrophe comme on s'y attendait. Et le pilotage de la maintenance est un peu scabreux, dirons-nous. Arrive un élément un peu perturbateur en juillet. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le métier du freelancing, du prestat en informatique, mais souvent, en novembre-décembre, on se fait un peu appeler la variable d'ajustement. Les budgets commencent à se tarir. Souvent, en novembre-décembre, c'est un peu compliqué. Tu comprends, on te reprendra en janvier, etc. Bon, cette année, novembre, c'était juillet. Et du coup, le 22 juillet, la question, c'était, je crois qu'à l'époque, c'était 45 millions, le chiffre. Il faut économiser 45 millions en 6 mois. Easy. Et du coup, il s'est passé pas mal de choses. Notamment 280 prestats sortis, et du coup sur les plateaux, au niveau du pipe, des tâches à faire, la relation avec la hiérarchie, tout ça, je pense que cette image
C'est ce qui représente parfaitement. On n'entendait pas le vent souffler dans les plateaux, mais presque. Et on se retrouvait... En fait, juste pour l'image, imaginez-vous un plateau comme celui-là, avec des tables assez serrées, et du coup des tables de 12 personnes à peu près, et une personne par table. Et là, vous avez à peu près l'image. Donc, assez rapidement, c'était fin juillet, hein, le truc, donc fin juillet, l'annonce. Assez rapidement en août, je me dis, bon, j'essaye de demander un peu du boulot par rapport à la hiérarchie, parce que l'équipe me demande du boulot. J'ai un silence radio en mode démerde-toi, j'ai mes problèmes, gère les tiens, et j'ai un pipe complètement vide. Et donc je me dis, bah cette API qui est assez moisie, on va faire en sorte d'essayer de la rénover. De toute façon, on n'a rien à perdre, on n'a pas de boulot. On n'a pas de boulot, on est 6. Donc je demande à 2 personnes, 2 membres de mon équipe, de prendre le lead entre guillemets sur pondre une nouvelle API, au moins dans les grandes lignes. Donc on lance la refonte sans aucune validation de la hiérarchie. Entre-temps, en septembre, superbe surprise, comme depuis février 2015, je signe une facture de mes sous-traitants qui développent les applis mobiles. Et en fait, ma hiérarchie, enfin, mon responsable, me dit « Ah mais non, t'as pas compris, tu n'as pas le droit de signer cette facture. Tu n'as plus de sous-traitants. » Ah, bon, on n'est pas prévenu. Donc on a 2 applis mobiles, iOS et Android, 2 complètement distinctes. On n'a plus de contrat de maintenance. Et on n'a plus, du coup, les gens nécessaires pour faire face à la maintenance de ces applis-là. Et surtout, on n'a pas les compétences en interne. Donc, la réponse de la hiérarchie, c'est démerde-toi. Donc ça, c'est juste les langages et les technologies du périmètre à l'époque. Donc, je vous rappelle, on est 6 ETP. Ça fait quelques logos par tête. Hein. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vient alors la deuxième idée. On se dit, peut-être que comme on n'a pas d'autre choix que réintégrer ces applis iOS et Android pour lesquels on n'a pas forcément les compétences, alors on se démerde, hein, on se démerde toujours de toute façon. Donc je pars en formation à l'arrache pour faire de l'Objective-C, du Swift, apprendre à bidouiller et à faire en sorte de pouvoir faire 1 ou 2 mises à jour de l'application mobile, même si c'est pas mon cœur de métier. Et je trouve un des 6 qui, dans une vie antérieure, a fait de l'Android. Donc je lui donne Android. Tiens, cadeau, c'est pour toi. Mais du coup, la deuxième idée arrive assez rapidement. On se dit, c'est pas tenable. Tout le monde est d'accord hein, sur le fait que c'est pas tenable dans l'équipe. Et vient l'idée de se dire, tiens, si on faisait des applis mobiles hybrides. C'est-à-dire on jette complètement les applis existantes, et on en refait d'autres à côté, et on se dit, quitte à jouer la rationalisation de compétences jusqu'au bout, on va aller sur de l'hybride. Donc une application mobile hybride, c'est le fait de construire une seule application qui va tourner et sur iOS et sur Android, avec la même base de code. Donc à l'époque, il existe principalement Xamarin et Cordova. Cordova est déjà bien vieillissant, et Xamarin, il se trouve que je fais une formation Xamarin à peu près à cette époque-là. Je sors de la formation en me disant que non. Xamarin a fermé il n'y a pas très longtemps après d'ailleurs. Enfin, a fermé. Ils ont été rachetés par Microsoft, qui a dit vous avez fait du super boulot, c'est gentil, maintenant on arrête. En octobre, les affaires reprennent. Donc on me demande, mais oui, mais du coup on commence à avoir un pipe. Pourquoi tu dis que t'as 2 devs occupés C'est bon. Finalement, t'es pas sur les missions qu'on t'a confiées, machin, etc. Donc là, plus le choix. Il faut demander la permission de refaire l'API. Donc on fait un comité d'archi, on présente la refonte, et au moment du slide sur le chiffrage de chantier à 120 jours. Le directeur des archis, qui à l'époque est très très haut placé, quand il parle on l'écoute, me dit mais 120 jours c'est nul, moi je parle pas de projet en dessous de 5 ou 600 jours, jamais tu arriveras à refaire cette API en 120 jours.
Alors c'était pas moi qui faisais la presse, moi j'étais juste dans la salle. Et au moment où cette question tombe, enfin qui est pas vraiment une question, qui est plus une affirmation, je dis bah en fait ça fait 90 jours qu'on dépense dessus, puis on est à 75%, donc ça devrait aller. 120 jours, ça paraît pas mal au niveau du chiffrage. Il y a un blanc à ce moment-là. Au sein du comité archi, il y a plusieurs archis, notamment 2 qui ont fait le choix de la technologie que je suis dont on vient de dire qu'elle était pas bonne, grosso modo, et qu'elle était dépassée, obsolète, etc. Donc eux sont morts de rire au moment où le blanc se produit. Mais finalement, à la grande surprise de tout le monde, le directeur de l'archi dit bon bah top, génial. Et ça se passe comme ça. Donc on a fait la demande un petit peu en asynchrone, mais on a un projet de refonte validé. Donc on se lance sur la refonte, on se lance sur notre roadmap, on galère tant bien que mal à maintenir iOS et Android. Et en décembre, du coup toujours 2015, la deuxième idée, qui est plus une découverte qu'une idée, je découvre une techno qui vient tout juste de sortir du bois. Facebook, qui a créé React quelques années plus tôt, a créé une version mobile pour faire des applis mobiles hybrides avec React, qui s'appelle React Native. À l'époque, ça ressemblait fortement à un pari parce que uniquement iOS est supporté et Android est bientôt supporté. Du coup, bon, ça paraît un peu compliqué, mais je me dis bon, la promesse sur le papier est quand même assez top, donc on va quand même laisser sa chance au truc. Et donc je me lance dessus. Je fais une espèce de mini POC de mon côté. Je prépare des slides et je vais voir le DSI. Je vous passe les pérégrinations pour obtenir un rendez-vous avec le DSI d'un groupe de 550 développeurs, enfin IT. Alors histoire d'éviter cette fois-ci de reproduire l'histoire, je suis complètement transparent, je parle des risques. Je dis attention, c'est une décision risquée, c'est une techno toute neuve. Facebook à l'époque vient d'abandonner 2 ou 3 projets, donc je dis bon, faut faire gaffe. Je crois que c'est l'époque où Google sortait plein de projets et les tuait juste après. Bon, ils l'ont fait très longtemps, mais à cette époque-là, je crois que c'était assez fourni. Donc je lui donne des infos internes, puisqu'en fait, comme je suis un peu jusqu'au boutiste, je réussis à contacter le mec qui lead l'équipe qui fait React Native chez Facebook, qui est un Français et qui du coup me donne des infos complètement. Enfin, il me donne la taille de l'équipe, le budget annuel, le truc comme ça. Enfin, bon. Donc que je restitue à l'oral bien sûr au DSI. Je lui parle de ROI, je lui dis qu'attention, ça va coûter super cher, machin, etc. Bon, j'oriente un peu. Et en fait, ça c'est le slide d'époque. Donc j'arrive sur ce slide-là. Et en fait, j'aurais pu lui mettre que ce slide-là. Donc le slide, il dit quoi? Il dit on a 3 ETP tech qu'on peut mettre sur les applis mobiles, parce que je vous rappelle, on est 6 ETP. Donc on peut mettre la moitié sur les applis mobiles. Dans le scénario 1, on change rien, bah il en faut 6 au lieu de 3. Et puis bah les années suivantes, il en faut 6 aussi. Scénario 2, on refond tout en restant sur des technologies natives. Il faut toujours 6 personnes la première année, et puis après, bah il en faut 4, donc c'est un peu plus restreint, mais on est quand même hors des clous par rapport au budget de l'époque en tout cas. Et je lui dis, bah scénario 3, refonte React Native, on a besoin d'un renfort assez temporaire, et après on pourra même se payer le luxe de prendre la 3e personne et de lui faire bosser sur autre chose, sur plus de valeur, etc. Il voit ça, il me dit, pour le coup, il me dit banco. Et sur le moment, juste avant de le quitter, en fait, j'avais même pas préparé de slide ou quoi que ce soit, et je lui dis, bah, en fait, si on pousse la réflexion jusqu'au bout de la rationalisation des compétences, bah, React Native, ça vient de React. React, c'est un framework web. On pourrait même aller refaire tout le front web en React. Et puis je m'en vais. Et en fait, je pense que c'est le truc qui a poussé, c'est le truc qui a convaincu au final. Donc il me donne l'autorisation de faire un POC officiel. On fait le POC, une liste produit avec une fiche produit, etc. Ça se passe nickel. On le branche sur la nouvelle API flambant neuve, tout le monde est content. Du coup, on lance la refonte des apps en février 2016. Et en juillet 2016, vu que je coûtais trop cher et que voilà,
l'aventure s'est arrêtée pour moi, on a éteint ma flamme. Et donc le bilan de mon passage, c'est que effectivement au moment de sortir de cette mission, je me souviens de la prophétie de mon collègue bienveillant. Et en fait, ben, si on résume dans les grandes largeurs, au moment où j'arrive, enfin au moment où je pars, je veux dire, il n'existe plus grand chose de ce qui existait quand je suis arrivé, quoi. Donc bon, finalement, je finis juste sur pour le coup, une citation qui est un peu moins connue, qui est de Elmar Mock, qui dit que l'innovation, c'est penser le changement plutôt que changer le pansement. Je trouve qu'elle est super juste, en fait, cette citation. Pour ceux qui connaissent pas, Elmar Mock, c'est un mec qui était dans le pôle d'ingénieurs d'un consortium d'horlogers suisses. Et il est arrivé en leur disant ça serait pas mal si on pouvait faire des montres jetables en plastique. Il s'est fait jeter dehors assez violemment, et ça a donné la Swatch derrière. Donc, en fait, il a sauvé l'horlogerie suisse avec son idée à la con. C'est un peu le truc de l'innovation, je pense, en général. C'est le fait de faire bouger les lignes, quoi. Voilà. Du coup, merci.